يالله 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 يا أخي قوم شفيع مرض سكري يالله 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 يا أخي قوم شفيع. À mon tour, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette manifestation scientifique. Et tout de suite, donc, sans plus tarder, on démarre donc, le sujet qui concerne le dépistage de l'insuffisance coronarienne chez le diabétique de type 2. Donc, on le sait tous, la prévalence de diabète de type 2 est en augmentation aussi bien en Occident que dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Tous les écrits s'accordent actuellement pour dire que la cardiopathie ischémique de diabétique est fréquente et complexe. En fait, elle constitue la principale cause de décès chez le diabétique de type 2. Le sujet qui nous concerne, c'est le dépistage de cette cardiopathie ischémique, donc a suscité et suscite toujours des débats entre endocrinologues et cardiologues. Et même les recommandations des sociétés savantes sont à l'heure actuelle divergentes. Donc, la première étape de prise en charge de diabétique de type 2 est de déterminer donc, son niveau de risque cardiovasculaire. Donc, dans son dernier rapport, la Société européenne, donc en 2013, évalue ce risque cardiovasculaire à très haut risque ou à haut risque en fonction de la présence d'une atteinte d'un organe cible ou la présence au moins d'un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, il est à haut risque ou à très haut risque cardiovasculaire. Donc, dans les débats de dépistage de la cardiopathie ischémique ou de l'ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique de type 2, plusieurs questions se posent. Tout d'abord, pourquoi chercher cette ischémie? Quels sont les examens appropriés? Y a-t-il un intérêt de revasculariser en cas d'ischémie myocardique silencieuse? Et quel diabétique dépister? Donc, au fur et à mesure de notre topo, donc, on va essayer de répondre à ces questions. Donc, les partisans de la recherche systématique de l'ischémie myocardique silencieuse chez les diabétiques donnent plusieurs justifications. Tout d'abord, la fréquence de cette ischémie myocardique silencieuse qui est fréquente chez le diabétique par rapport au non-diabétique, et quel que soit le type de l'ischémie myocardique silencieuse. C'est juste pour rappeler que nous traitons aujourd'hui le type 1, c'est-à-dire l'ischémie myocardique silencieuse chez le diabétique de type 2 asymptomatique et pas un diabétique qui a déjà des antécédents coronaires. Cette ischémie myocardique silencieuse est encore plus fréquente lorsqu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire associés, comme ceci a été démontré dans un papier publié dans l'American Journal de Cardiologie en 2006. Donc, plusieurs travaux ont montré que la cardiopathie ischémique est sévère chez le diabétique, avec une prévalence importante, atteinte rétronculaire et de tronc commun gauche chez le diabétique plus fréquente que chez le non-diabétique. Le pronostic aussi est mauvais, avec des événements cardiovasculaires plus importants, un taux de réinfarctus plus important et un taux aussi de nécessité de réintervenir, c'est-à-dire d'intervenir une deuxième fois, une revascularisation. Et ceci a été déjà montré dans un papier vieux qui date déjà de 1998, où on a démontré quoi? On a démontré que le pronostic d'un diabétique sans antécédent d'infarctus de myocarde est le même qu'un patient non diabétique victime d'un infarctus de myocarde. Vous voyez, donc le pronostic est mauvais. Toujours les partisans de cette recherche de dépistage systématique de l'ischémie silencieuse chez le diabétique de type 2 avance le fait de traiter cette ischémie myocardique, de traiter la cardiopathie ischémique, va améliorer le pronostic. Et ce sont les données de l'étude Steno 2 qui le démontrent. Donc, il démontre que lorsqu'on traite bien le diabétique de type 2, le pronostic est beaucoup mieux que lorsqu'on se base uniquement sur des mesures égénodiététiques. Plusieurs études donc, ont montré que le pronostic s'améliore lorsqu'on traite la cardiopathie ischémique. Donc, c'est des études qui ont montré l'intérêt de l'aspirine, de la thrombolyse, des bêta-bloquants, des statines chez cette population diabétique.
Mais quels sont les examens qu'on peut utiliser pour rechercher cette ischémie myocardique silencieuse? Donc, on dispose de plusieurs examens fonctionnels qui peuvent nous permettre de rechercher cette ischémie myocardique. Dans son dernier rapport, la Société européenne de cardiologie en 2013, qui s'est intéressée aux coronaries instables, les auteurs précisent que les lignes directrices donc, de ces recommandations concernant le coronarie instable sont applicables aux patients asymptomatiques, c'est-à-dire les patients diabétiques de type 2 qui sont asymptomatiques. Et la première des étapes, avant de prescrire un examen pour rechercher l'ischémie myocardique silencieuse, il faut déterminer la probabilité pré-test en se basant sur, bien sûr, l'âge, le sexe et la symptomatologie. Et là, on est dans l'asymptomatique. Et vous voyez que la probabilité pré-test, elle est entre 5 et 65%. Ça, c'est très important pour choisir le test convenable. Donc, plusieurs tests peuvent être utilisés avec des sensibilités et spécificités variables. Donc, on passe rapidement. Donc, l'épreuve d'effort, c'est l'examen le plus simple qui est disponible, donc qui est utile en cas de probabilité entre 15 et 65%. C'est le cas chez le diabétique de type 2 asymptomatique. Donc, il a un intérêt pronostic. Il est moins sensible chez la femme. Malheureusement, il n'est pas interprétable dans certaines situations. C'est le cas où il y a un bloc de branche gauche, un syndrome de Hodge, Parkinson-White par exemple. L'échocardiographie de stress, elle peut être réalisée à l'effort ou sous dobutamine. L'effort donc a l'avantage d'être plus physiologique que l'injection de la dobutamine et donc il se base essentiellement sur les anomalies d'épaississement comme marqueur de l'ischémie myocardique. Il n'est pas interprétable chez à peu près 10% des patients qui ne sont pas échogènes. La scintigraphie, donc, c'est un bon examen qui est plus sensible que l'épreuve d'effort, mais qui est coûteux, qui n'est pas disponible partout. Et il a un intérêt aussi pronostique. L'IRM de stress, malheureusement, on ne dispose pas de centre qui fait de l'IRM de stress au Maroc. Il peut être réalisé en toute sécurité comme l'écho de stress, la TDM multibarrette ou le scanner, l'intérêt c'est d'évaluer le score calcique d'Agastan. C'est un examen qu'on peut faire sans injection de produits de contraste. Il a un intérêt, c'est un facteur prédictif de présence des sténoses coronariennes. Il a aussi un intérêt pronostique puisque ce score, lorsqu'il est supérieur à 1000, la mortalité est de l'ordre de 8%, et lorsqu'il est inférieur à 400, la mortalité est inférieure à 1%. Donc, on a vu tous les examens, mais que choisir comme examen? La Société européenne de cardiologie, dans son dernier rapport en 2013, donc, nous propose cet algorithme. Donc, on est bien là, avec une probabilité pré-test entre 15 et 65%. Donc, il faut tenir compte, bien sûr, l'expertise locale, les données cliniques de patients, et si la fraction d'éjection est supérieure à 50%, on peut bien sûr faire une épreuve d'effort, mais si on dispose des autres examens d'imagerie comme l'écho de stress, l'IRM de stress ou la scintigraphie, donc on les préfère par rapport à l'épreuve d'effort. Donc, à la suite donc, de cet examen, on a 3 réponses. Soit qu'on met en évidence une ischémie, et dans ce cas-là, il faut compléter par une coronarographie, donc, et voir est-ce qu'il y a des lésions ou pas. Soit qu'il n'y a pas d'ischémie, donc on va s'arrêter. Soit que la réponse n'est pas claire, et dans ce cas-là, il faut compléter par un deuxième test d'ischémie, soit faire une coronarographie avec mesure de la FFR, soit faire un coroscan. Les examens de recherche de l'ischémie myocardique ne doivent pas s'arrêter au caractère positif-négatif. Donc, c'est surtout l'évaluation de risque. Donc, c'est la stratification. Ils permettent aussi de stratifier le risque cardiovasculaire. Et c'est ça leur importance. Donc, la stratification de risque pour pouvoir décider est-ce qu'il faut revasculariser ou pas.
Donc c'est la question suivante. Donc, qu'est-ce qui rapporte la revascularisation myocardique chez le patient qui a une ischémie myocardique silencieuse? Donc l'étude Courage qui a été publiée en 2007 déjà a répondu à la question. C'est une étude qui est randomisée, multicentrique, donc qui a colligé à peu près 3000 patients entre traitement médical optimal et la revascularisation par angioplastie. Donc c'est une étude de non-infériorité. Donc la question c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de différence entre le traitement médical et la revascularisation par angioplastie chez le coronarien stable. Mais il y a toujours un mais, parce que lorsqu'on s'intéresse au sous-groupe, donc les patients ayant une ischémie myocardique modérée à large vont bénéficier d'une revascularisation puisqu'il y a une réduction importante de la mortalité chez ces patients ayant une ischémie myocardique modérée à importante. Vous regardez, donc lorsqu'on réduit l'ischémie, il y a une réduction de la mortalité et de taux de la mortalité et de taux aussi de l'infarctus de myocarde. L'étude du Barry aussi s'est intéressée aux coronariens stables diabétiques. Il a comparé deux attitudes, le traitement médical et la revascularisation. Qu'est-ce qu'elle sort de cette étude? Il n'y a pas de différence entre la revascularisation et le traitement médical optimal concernant la mortalité et l'ensemble des événements cardiovasculaires. Donc, dans le dernier rapport, donc, toujours en 2013 de la Société européenne de cardiologie, donc, il nous précise dans quelle situation cette revascularisation myocardique va améliorer le pronostic de patient. C'est dans les cas suivants, c'est lorsqu'il y a une atteinte de tronc commun gauche, lorsqu'il y a une atteinte de l'artère interventriculaire antérieure plus de 50%, lorsqu'il y a une atteinte bio-trétronculaire, lorsqu'il y a une ischémie myocardique large. Regardez la recommandation de niveau 1. Donc, c'est dans ces situations où il y a une amélioration de pronostic par la revascularisation myocardique. Donc, mais y a-t-il donc un intérêt à aller dépister les diabétiques de type 2 de façon systématique? Donc, chaque fois qu'on a un diabétique de type 2, on recherche de l'ischémie, on va voir. Donc, c'est l'intérêt, donc, c'est l'objectif d'ailleurs de l'étude DIAD. L'étude DIAD, donc, qui est une étude randomisée, multicentrique, donc, qui a essayé de dépister de façon systématique ou non les patients diabétiques de type 2. Donc, il a colligé 1123 patients, donc 561 ont été ont bénéficié de dépistage et les autres non. Et les résultats, c'est qu'il n'y a pas de différence significative concernant les événements cardiovasculaires entre les patients qui ont bénéficié d'un dépistage systématique et les autres. Mais cette étude a été vraiment critiquée parce qu'il y a le taux de coronarographie qui a été réalisé reste faible et s'est intéressé à des patients avec un risque cardiovasculaire faible. 25% de ces patients ont une microalbuminurie négative, ce qui est peu par rapport à la population des diabétiques. Donc la conclusion, pas de différence significative. Le dépistage systématique n'apporte pas grand-chose. Donc ces données ont été aussi confirmées par l'étude Dynamite, donc, qui montre qu'il n'y a pas de bénéfice, sauf que la puissance de cette étude n'est pas d'une importance capitale et elle a été arrêtée prématurément parce qu'il y avait un problème dans le recrutement des patients. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les deux courbes des deux groupes des patients. Il n'y a pas donc d'effet de bénéfice pour le dépistage. Donc qu'est-ce qu'ils disent les sociétés savantes? Donc vous voyez que même dans les sociétés savantes, il y a des divergences d'avis. Donc en France, toujours la Société française de cardiologie et l'AFDIAM, donc en 2004, et il propose de réaliser de façon le dépistage pas de façon systématique, mais chez le diabétique de type 2 qui a plus de 61 ans ou qui a une ancienneté de diabète de plus de 10 ans, en cas d'association d'une artérite de membre inférieur ou une atteinte carotidienne, ou s'il y a une protéinurie, ou
diabète, plus microalbuminurie, plus 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Les Américains, qu'est-ce qu'ils disent? Donc en 2012 et en 2013, ils disent qu'il n'y a pas d'intérêt à dépister que si le patient présente des symptômes atypiques ou si l'électrocardiogramme est anormal. La Société européenne en 2013, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose donc de réaliser ce dépistage chez les patients à haut risque cardiovasculaire qui sont sélectionnés, c'est-à-dire des patients diabétiques de type 2 avec un autre facteur de risque cardiovasculaire en cas d'association d'une artérite oblitérante des membres inférieurs ou lorsque le score calcique est élevé ou lorsqu'il y a une protéinurie. Donc, en pratique, vous voyez qu'il y a une divergence entre avis et donc il faut prendre en considération surtout l'ancienneté de diabète et les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on arrive à la conclusion pour dire que c'est un sujet toujours donc, en débat et qu'il ne faut pas dépister de façon systématique parce que ça n'apporte pas grand-chose. Il faut surtout diminuer le risque cardiovasculaire en traitant les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut interpréter les tests d'ischémie avec leur intérêt pronostic, c'est-à-dire ne pas se contenter de caractères positifs et négatif. Bien sûr, il faut prendre en considération les autres facteurs avant de demander un examen de dépistage. Je vous remercie.